Bonjour. Mon nom est Sven Deutschner. Je vais parler d'un cas spécifique que j'ai étudié cette année. C'est en continuité de ce que M. Rochin nous a présenté. Et c'est un cas particulier qui a attiré mon attention au début de l'année. C'est l'acquisition de la plateforme Huzza par la société Kickstarter. Je vais rapidement passer par l'histoire parce que c'est une histoire intéressante en soi. Quels étaient les événements, comment tout ça s'est parti et quelles étaient mes hypothèses au début, mes présuppositions pour arriver à la fin à quelques conclusions qui, même pour moi, étaient des découvertes, petites découvertes intéressantes. Je dois vous faire voir 3 extraits vidéo. Je vais commencer avec le premier. Donc, c'était une information qui est sortie dans plusieurs médias le 1er février 2017. Par des raisons techniques, je suis obligé à jouer les vidéos séparément. Et voilà comment. Kickstarter acquires Huzza. Amazon plans to build a $1.5 billion air cargo hub, and MIT creates robots with a soft touch. It's Wednesday, February 1st, and this is Crunch Report. Welcome to the Crunch Report. Can't believe it's already February. Time went by so quick. People, let's get you that tech news. Kickstarter has announced the acquisition of Canadian video streaming startup Huzza. The purchase follows a close collaboration between the two parties that led to the launch of Kickstarter Live back in November, a live streaming feature with real-time feedback designed to give creators a direct channel of communication with their community. The acquisition means that Huzza's founders Justin Wormersley and Nick Smith will be joining the staff to help run Live, opening Kickstarter's first international office on the startup's home turf of Vancouver, British Columbia. The existing Huzza service will be shut down by the end of the month. That's the report for today. I'm Tito Hamsey. Crunch Report airs every week at 7 p.m. Eastern, 4 p.m. Pacific on TechCrunch.com. You can also find us on iTunes and on YouTube. You guys, we'll see you tomorrow. Donc, dans plusieurs médias spécialisés est sortie pratiquement la même information, comme quoi la major américaine de crowdfunding Kickstarter a fait une acquisition d'une plateforme canadienne de live stream, c'est même pas une plateforme de crowdfunding. Et une brève information a été aussi publiée sur le blog de Kickstarter. J'ai commencé à chercher les informations qui sont sorties et je me suis rendu compte que dans tous les médias, l'information était semblable, presque identique. Les informations disaient pratiquement la même chose qui était sortie sur le blog de Kickstarter. J'ai fait une collection de toutes ces informations et quelle était ma surprise quand, un mois plus tard, la plateforme Huzza a annoncé sa fermeture. Elle a remercié ses streamers, les membres, les participants, les collaborateurs pour leur travail et elle a dit que voilà, nous allons fermer parce que nous lançons dans une nouvelle aventure avec Kickstarter qui vient de nous racheter. Il y a un nom, je vais vous montrer l'annonce de Huzza. Il y a un nom à retenir, c'est celui de Amanda Palmer. Elle n'a rien à voir avec Lola Palmer ni Twin Peaks, mais c'est intéressant de savoir comment ça s'est passé. Si vous allez maintenant sur le site web de Huzza, huzza.io, vous allez voir cette annonce qui dit, voilà, c'était super, mais c'est fini, on doit fermer, même si Kickstarter ne le demande pas. Donc quand on parle dans un monde capitaliste d'une acquisition, moi je me pose toujours la question, on a toujours, on présuppose qu'il s'agit d'un rapport de force, c'est-à-dire c'est le grand, le riche, le puissant qui rachète celui qui est moins puissant, moins riche, etc. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en effet entre Kickstarter, cette major américaine du crowdfunding, et notre petite plateforme canadienne qui vient de disparaître. Moi, j'avais fait plusieurs recherches sur l'histoire du cinéma canadien. Je connais bien l'histoire de comment le cinéma canadien a été anéanti pratiquement pendant plusieurs décennies par Hollywood, avec l'acquisition notamment des salles de cinéma canadiennes par la Paramount.
Aujourd'hui, la situation avec Netflix, qui est très très intéressante, nous donne les mêmes idées. On voit toujours un modèle d'oligopole, d'une intégration verticale qui s'effectue dans les grandes majors de Hollywood ou des industries de la culture. Aujourd'hui, c'est le streaming en plus qui est l'événement le plus important. Donc, j'ai commencé à me questionner sur ce cas. Et je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les objectifs vraiment de Kickstarter dans cette affaire. Pourquoi une plateforme de crowdfunding comme Kickstarter, la plus puissante quand même au monde, qui gère des billions de dollars aujourd'hui, a acquis une petite plateforme canadienne. En plus, c'est de live stream, c'est de diffusion en direct. En même temps, je me suis posé la question, mais pourquoi Huza s'est vendu? Pourquoi une plateforme comme Huza s'est vendue, en plus, est disparue? C'était inexplicable au début pour moi. Et bien sûr, le mot-clé dans cette opération, c'est live stream, c'est-à-dire diffusion directe. La réponse était quelque part là. Et bien sûr, je m'intéressais aussi à voir quel est le résultat de cette opération et quels sont les effets secondaires qu'on peut s'imaginer. Et on peut voir après une acquisition comme ça. Donc, bien sûr, les mois suivants, j'ai commencé à rechercher des informations sur cette affaire. D'abord, je m'intéressais de voir quelle était l'histoire de Huza et de ses créateurs. En effet, bizarrement, Huza a été créé par deux entrepreneurs de l'Afrique du Sud, de Cape Town, Justin Womersley et Nick Smith, qui ont déménagé. Ce qui était très intéressant aussi, ils ont créé Huza à Silicon Valley. Ils ont déménagé Huza en Colombie-Britannique dans le cadre d'un programme que je ne connaissais pas qui s'appelait Startup Visa Program du gouvernement canadien. Womersley et Smith se connaissaient depuis très longtemps. En Afrique du Sud, ils avaient créé même une société technologique de voyage qui donnait des informations sur les voyages possibles dans leur pays d'origine de l'Afrique du Sud. Ensuite, Womersley est allé faire des études à l'université de Stanford. Et là, il a commencé à développer sa nouvelle idée, celle d'une plateforme de live stream, un service en direct pour les musiciens qui permettrait aux spectateurs et amateurs de les écouter, de faire des émissions en direct. Et ainsi, les artistes pouvaient se faire payer directement par leurs fans en ligne pour la performance qu'ils exécutaient. Et ensuite, il a invité son ami Smith à le rejoindre aux États-Unis pour développer cette idée, ce qui était Huza, en effet, à Silicon Valley. C'était un peu bizarre. Pourquoi ils ont démarré Huza à Silicon Valley et après ils se sont retrouvés tout d'un coup à Vancouver? Et j'ai découvert la raison. Elle était très simple et très banale. Quand Nick Smith est arrivé aux États-Unis, il est arrivé avec un visa de business tourism. Donc il avait un temps limité à passer aux États-Unis. Il n'avait pas le droit d'avoir une activité économique, ni de se faire payer, ni quoi que ce soit. Donc ils étaient un peu bloqués dans leur démarche entrepreneuriale par les circonstances bureaucratiques du régime d'immigration. Mais en même temps, le gouvernement canadien, la Citoyenneté et Immigration Canada, a créé un nouveau programme, Startup Visa Program, en 2013, qui voulait inviter des entrepreneurs étrangers à créer des startups au Canada. Ce programme, pour l'instant, il a permis la création d'environ 48 entreprises, surtout en Colombie-Britannique et à Ontario. Ce programme est assez exigeant. Il demande aux entrepreneurs de venir non seulement avec leurs projets et leurs idées, mais aussi avec un certain financement. Nick Smith et Justin Womersley ont trouvé du financement aux États-Unis. Ils ont trouvé un venture capitalist fund et ils ont trouvé aussi un incubateur de startups. Donc, ils sont arrivés au Canada. C'est comme ça qu'ils se sont installés à Vancouver. Donc, en effet, la plateforme présentée dans les médias comme canadienne, elle avait une origine sud-africaine, américaine, et elle a fini au Canada. Quels étaient les objectifs de cette plateforme et quel était le contexte de sa création? Il faut se rappeler qu'en 2015, il y avait un événement, c'était Twitter qui rachetait la plateforme de live streaming Periscope. Et c'était vraiment l'explosion du live stream en ligne. Et c'est ce que faisait Huza, elle se positionnait dans le même créneau. Elle était une plateforme de diffusion en direct qui permettait aux créateurs et à leurs fans de se connecter, d'échanger et ainsi de créer un engagement commun. De cette manière, avec le rachat de la Periscope par Twitter,
La vidéo en direct, ce qu'on appelle le live stream, est devenue une partie intégrante de Twitter, des réseaux sociaux numériques tout d'abord, comme Twitter et en Facebook. Après son acquisition par Twitter, Periscope a atteint plus de 200 millions d'émissions, de diffusion en un an. Je ne connais pas les données de live stream pour Facebook, mais ce sera intéressant de voir où on est aujourd'hui. Et en même temps, pas seulement les réseaux sociaux numériques, mais aussi d'autres sites web, d'autres plateformes ont commencé à se lancer sur ce marché du live stream. Et ainsi, Kickstarter, en même temps, a lancé son service avant l'acquisition de Huza. Il annonce son service Kickstarter Live en novembre 2016. Donc l'objectif, c'est la même chose, de permettre aux créateurs et de leurs fans et investisseurs potentiels de communiquer, interagir les uns avec les autres en temps réel. Avant d'être achetés par Kickstarter, sur Huza, les utilisateurs pouvaient programmer leurs événements en direct, les rendre publics, ou bien les offrir exclusivement à certains participants sélectionnés, de faire des missions, répondre des questions, faire des démonstrations, de montrer l'étape à laquelle où ils sont en ce moment, leur projet en développement, etc. Ils avaient un plan, donc chaque créateur s'inscrivait, vous voyez un extrait du plan, où chaque créateur payait un petit abonnement mensuel et recevait une certaine partie des fonctionnements offerts par la plateforme. Comme Huza n'existe pas aujourd'hui, quand vous allez sur le site, vous allez voir juste l'annonce de la fermeture. Donc j'ai cherché un peu à voir comment Huza a commencé à fonctionner, comment elle s'est installée sur le marché de live stream. Je vais vous montrer notre vidéo au tout début de Huza. Donc Huza vient d'être lancé et on va voir quelles sont les réactions de certains de ses utilisateurs. Elle était utilisée surtout par des musiciens, mais aussi par plein d'autres artistes et créateurs d'émissions. Thank you so much for joining me here for this test with Huza. What you can do is you can actually watch a live stream, and so what I can see here is that I've got 4 people watching. So if you have got an iPhone, you can actually download the J'ai pas fait un montage, j'ai juste so coupé you can quelques see extraits. let me see if I can get into focus. Right at the top, you can actually see my live stream. It's got a little live button on, and if I click on that, it says watch now. And then when I click on that, it then brings up the live stream, and there I can see the comments. So I can see. So what happens now is the invitation is sent. Now I'm live streaming here on Firefox. I've also tested in Chrome, and look like perhaps you can't join me at the minute because here we go. Familiar faces. Hello. Hey there, how you doing? Yeah, nice audio. Nice audio. Yeah, it's So a anybody bad else platform. watching? I've been playing with it the last couple of days, and it's fun to work with. Stephen, if you would like to come in fact, what I'll do is I'll send you an invite to come into the broadcast and see if you'd like to do so. And I know that you said that you thought Fire Talk was very good. It is. Fire Talk is cool. It's too bad they only have the 2 windows. There he is, coming in there. Hello there, Stephen. Hey, Stephen. Right, okay. Anyway, thanks everybody for joining me. My name's Krishna Day, signing out for the special edition of the Livestream Outsiders for the Livestream Insiders here on Huza.io. So, you know, once you start thinking of a broadcaster and you've got a tool that's stable, now you can let your creativity go and see what you can come up with. But it is new, and they said that, and that's what I like, is honesty, transparency, and as long as they respond, you know, that's the key. Jenny, tell us, when are you going to be on next? Right here on Huza. Huza, yes, I'm going to be on Huza starting on Monday. So next week,
I'm rebooting my show, which has gone kind of quiet, but we're back, baby. We have a home now. So I'll be here on Huzzah starting on Monday, and I'll be hosting 3 to 5 different events a week. And thanks so much for joining me and putting this together at the last minute. It was a great idea. Absolutely. I like the impromptu. It felt very timely, and I'm glad that we just jumped for it. Awesome. I will be on Monday night with Livestream Stars. Chocolate Johnny will be joining me, John Capos. Thanks everybody for joining us. Hope this was helpful in figuring out if Huzzah might be a platform that you might want to decide to use as you go. On voit, d'après les commentaires des utilisateurs, que Huzzah propose une qualité de l'image et du son assez bonne pour le niveau de live stream à l'époque. Et c'est bien apprécié par tous qui commencent à l'utiliser. Elle a très vite gagné une certaine popularité. Et ici, j'ai sorti une liste des options proposées par Huzzah à l'époque, qui était une explication de son bref succès. Donc, sur Huzzah, vous pouviez faire un test en direct qui ne sera pas visible au public et ne s'affichera pas sur l'application iOS. Vous pouvez ajouter une description à votre page d'événements. Vous pouvez fusionner les abonnés à partir de plusieurs diffusions précédentes afin qu'ils soient automatiquement souscrits et informés de vos événements prochains. Donc, c'est une manière de créer une communauté stable. Vous pouvez demander au système d'envoyer automatiquement un rappel de courrier électronique 30 minutes avant votre vidéo en direct à vos abonnés pour le spectacle prochain que vous allez faire. Vous pouvez rajouter une image d'arrière-plan, donc vous pouvez faire un décor, pratiquement si vous faites une performance live, avec un autre exemple. Vous pouvez activer ou désactiver les questions, donc si vous voulez faire une discussion, vous pouvez l'activer cette option. Vous pouvez vendre de la marchandise pendant la diffusion en direct aussi. Faire du merchandising, vous pouvez recevoir des conseils et des dons pendant la diffusion en direct, vous pouvez rendre la diffusion en direct uniquement accessible à vos abonnés Patreon, parce qu'au début elle travaillait avec cette plateforme de crowdfunding, Patreon pour les artistes, et rendre l'événement protégé par un mot de passe si vous voulez le garder pour un certain public. C'est juste une partie des fonctionnements. J'ai vu quelques émissions en direct sur Huzzah. L'exemple que je donne ici, c'est un musicien de l'Afrique du Sud qui a fait une performance en ligne le 30 juillet 2015. En effet, Huzzah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était destinée vraiment aux créateurs, surtout aux musiciens. Et elle a profité du fait qu'avec le streaming, donc les plateformes comme Spotify, YouTube, etc., qui ont beaucoup limité la possibilité de gagner des revenus des artistes, Huzzah leur a donné. Les revenus des artistes provenaient et continuent à provenir plutôt du spectacle vivant aujourd'hui. Donc Huzzah a donné aux artistes une possibilité de faire des spectacles vivants en ligne. Donc les fans de Matt Abbott, ils pouvaient lui envoyer de l'argent directement ou bien lui acheter une bière. C'était aussi une des options qu'il proposait. Pendant qu'il faisait un concert live en ligne. Je ne vais pas vous faire écouter tout ça, la musique n'est pas mal du tout, j'ai bien aimé, mais on va passer plus tard. Donc, Huzzah, la technologie développée par Womersley et Smith, qui a servi de base de Huzzah, était celle. Alors, quel est le lien avec Kickstarter? Huzzah a attiré l'attention de Kickstarter pendant un concert à Vancouver de la chanteuse Amanda Palmer, dont j'ai mentionné le nom au début. Par pur hasard, c'était Chen Perry, qui est un des cofondateurs de Kickstarter, qui était à ce concert. Donc il était impressionné par ce qu'il a vu, parce qu'Amanda Palmer a mentionné que la plateforme Huzzah gérait son concert. Donc il a tout de suite envoyé un courriel à Huzzah en leur demandant de savoir plus sur eux. Ils sont entrés en contact et vous voyez la citation d'un des vice-présidents de Kickstarter. Ils étaient complètement épatés par la technologie développée par les deux entrepreneurs de Vancouver, Colombie-Britannique et Sud-Afrique, etc. Donc ils se sont rencontrés et en effet l'acquisition, telle que je la pensais au début, n'était pas tout à fait comme ça. Ils se sont mis d'accord avant l'acquisition de Huzzah, ils se sont mis d'accord de travailler ensemble sur le développement de Kickstarter Live.
C'est cette plateforme de live stream de Kickstarter à laquelle les gens chez Kickstarter avaient déjà pensé, mais la rencontre avec les créateurs de Huzzah leur a donné la bonne technologie d'ainsi faire. Il est très important on sait ce que c'est Kickstarter, je ne vais pas entrer en détail, nous connaissons le niveau de leur travail, c'est quand même une vraie major de crowdfunding, mais il ne faut pas oublier qu'en 2015, ils ont changé leur statut de société, ils se sont transformés en Public Benefit Corporation, ce qui est un statut différent. Il reste toujours une société à profit, mais les entreprises avec un statut pareil doivent avoir comme objectif une activité qui aiderait le public et la société. Donc la mission de Kickstarter, annoncée par eux-mêmes, c'est de contribuer à la réalisation du projet créatif et d'inclure cet objectif dans les statuts de la société. Ça fait partie de leur activité. Et d'en faire des rapports de l'impact social de ce qu'ils font dans le domaine. 2 minutes, ok. Je vais juste vous... Ils sont obligés à faire ces rapports, ils les font. Les options de Kickstarter Live, qui sont la conséquence de l'acquisition de Huzzah, donnent les mêmes capacités, mais beaucoup plus développées aux artistes, aux créateurs. Je vais juste vous montrer un petit extrait pour voir comment fonctionne Kickstarter Live. Hello. Hello. C'est déjà une présentation sur Kickstarter. Okay, there we go. We can hear. Very good. Awesome. Wow. Great. And we're back. The good news is we are in business. So, first of all, welcome to Intrepid Studios. Thank you guys for tuning in here on the stream. We are absolutely just can't even believe that this Kickstarter is doing as well as it is. I mean, the outpouring of support from you guys has been unbelievable. And having the ability to resonate with fellow gamers such as yourselves in the project that we're doing here with Ashes of Creation is... Je dois arrêter parce que j'ai épuisé mon temps, mais ça donne une bonne idée de qu'est-ce que c'est le fonctionnement de Kickstarter Live aujourd'hui. Et comme conclusion, je vais faire une conclusion très rapide. Finalement, l'acquisition de Huzzah ne vise pas de lancer Kickstarter et Kickstarter Live sur le marché de streaming de contenu, comme je le pensais même au début, de Netflix, YouTube, etc., ni de faire une monétisation du contenu déjà produit à l'aide de Kickstarter. L'acquisition vise plutôt à régler certains problèmes qui sont liés à la communication, la création de communautés, la confiance entre les créateurs et les investisseurs. Et c'est un outil puissant de communication, ce qui peut donner un avantage significatif de Kickstarter sur le marché de crowdfunding aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, je n'ai pas les informations récentes, mais en 2015, c'était plus de 2700 sociétés de crowdfunding. Kickstarter Live démontre que le crowdfunding est devenu définitivement non seulement une pratique de financement de projet, mais une pratique créative en soi. Faire des diffusions comme ça, c'est une pratique purement créative et ça va encore se développer. On parle de quelques mois de développement. En renforçant les liens entre créateurs et investisseurs, le live stream de Kickstarter confirme aussi l'importance de la nature participative du crowdfunding. Juste une dernière information. Actuellement, chacun des participants dans les diffusions en ligne de Kickstarter Live dépense en moyenne environ 16 minutes par diffusion. Et les utilisateurs de Kickstarter Live ont vu un taux de succès, de réussite de 74% de leur projet, ce qui fait la plateforme encore plus attractive pour les créateurs. Donc, si la moyenne, comme mentionné M. Rocha, en général de Kickstarter, avant Kickstarter Live était de 40 et quelques pourcents, 30 et quelques pourcents, aujourd'hui, si vous utilisez Kickstarter Live pour votre projet, vous pouvez atteindre, la moyenne atteinte à Kickstarter Live est de 74%. Merci beaucoup.
presser un peu dans le temps, mais c'est le rôle de la présidence du panel, mais aussi se donner encore quand même un peu de temps pour poser des questions et échanger avec les participants. Question, oui. Ah, d'accord. Oui, ben, je veux bien ouvrir le débat. Oui. Simplement pour rebondir là, sur votre présentation, et donc, je voudrais d'abord remercier les quatre pour ces présentations bien intéressantes. Il y a une chose que vous avez dit au début par rapport à Huzza, peut-être que j'ai mal compris, c'est que dans votre recherche, vous aviez interrogé ou du moins cherché à comprendre les motivations des détenteurs, des propriétaires de Huzza. Pourquoi ont-ils cédé leur plateforme à Kickstarter? Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus? Et en fait, ma question peut paraître naïve, mais pourquoi est-ce que Huzza ne s'est pas contenté de concevoir une plateforme tailor-made pour Kickstarter qu'ils auraient pu soit leur vendre ou alors leur sous-traiter? Est-ce que c'est une question que vous avez soulevée ou non? Les paramètres du deal entre Kickstarter et Huzza ne sont pas connus, donc on ne sait pas ce que Kickstarter leur a proposé. Je pense qu'il était assez fair parce qu'ils ont proposé à collaborer beaucoup avant l'acquisition de Huzza. Donc Womersley et Smith collaboraient déjà avec Kickstarter sur la création de Kickstarter Live qui est sorti en 2016. Et ensuite, je pense que leur achat de Huzza représente un achat d'un modèle, d'une technologie qu'ils avaient déjà développée. Donc, ils ont incorporé la technologie de Huzza dans Kickstarter Live. Et dans l'annonce que Womersley et Smith ont fait, ils ont dit qu'ils ont décidé d'arrêter Huzza pour se concentrer sur Kickstarter Live, dont le bureau reste toujours à Vancouver. Ils ont embauché, ils avaient fait des annonces, ils ont embauché une équipe assez importante. Donc j'imagine que pour eux, business-wise, c'était la meilleure solution. Mais comme on ne connaît pas, on ne sait pas le prix qui a été payé, etc., on ne peut pas vraiment trouver les bons arguments. Mais c'était une décision des deux entrepreneurs. Ils n'étaient pas forcés par Kickstarter. Ils ont mentionné que Kickstarter ne leur demandait pas de fermer Huzza. Mais évidemment, ils se sont dit, on va se concentrer sur Kickstarter Live. Oui. Justement, pour rebondir là-dessus aussi, j'ai vu que vous avez évoqué la possibilité du temps de Huzza de communiquer avec Patreon. Est-ce que pour Kickstarter, c'était pas aussi un moyen de couper l'herbe sous le pied de Patreon et de se débarrasser quelque part d'une concurrence potentielle à ce niveau-là? J'ai pensé à ça, mais dans ce cas-là, Kickstarter aurait pu juste demander de fermer la plateforme. La décision de la fermeture était aux entrepreneurs. C'était intelligent et quand Huzza a démarré, ils se sont liés à Patreon parce que, comme je dis, ils ont démarré à Silicon Valley, donc ils avaient dès le début un rapport avec Patreon. Et Patreon, vous connaissez comment ça fonctionne, c'est adressé directement aux artistes qui cherchent. Il faut savoir, l'avantage d'une plateforme comme ça, c'est que l'artiste, le créateur, l'utilisateur est en contact permanent avec sa communauté. Il construit sa communauté, il la maintient, etc. C'est ce qui est super bien pour les artistes. Donc Patreon était la bonne plateforme parce qu'au début, c'était surtout pour les musiciens, des artistes, etc. Kickstarter, c'est pour toutes sortes de projets. Mais ensuite, je ne peux pas répondre à cette question si c'était comme mal vu par Kickstarter. Mais je ne pense pas qu'il y a une compétition directe entre Kickstarter et Patreon à tel niveau parce que la taille des deux plateformes, la différence est énorme. Quand même, Patreon reste avec, je pense, 100 millions de chiffres d'affaires, quelque chose comme ça, jusqu'à aujourd'hui, tandis que Kickstarter, c'est énorme. Je suis d'accord avec vous aussi sur la multiplication des projets. C'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure. Moi, une des questions que je me pose, c'est est-ce que trop de projets ne tuent pas les projets? Parce que du coup, la question de visibilité, je reviendrai demain, engage à avoir une vraie stratégie. Alors, il y a plusieurs stratégies, parce qu'il y a une stratégie de la part de la plateforme qui met en avant ou non un certain nombre de projets. Et ensuite, il y a une stratégie personnelle.
ou comment, si vous êtes à la 20e page sur Kickstarter ou à la 20e page, votre projet sera vu de personne. Donc, du coup, il faut activer sa communauté, il faut, etc. Et donc là aussi, il y a cette logique concurrentielle, cette logique-là qui se met en place, quel que soit le type de projet. Et moi, j'ai rien contre donc, du coup, ce financement, mais je me demande si c'est l'avenir du financement culturel, parce qu'une fois que si on ne passait plus que par ça, du coup, on est dans une logique concurrentielle qui est exactement la même que celle qui existe déjà de l'industrie culturelle. Je sais pas si, est-ce que ta question c'est aussi est-ce que les acteurs qui vont chercher de l'argent sur le financement participatif, les porteurs de projets, mobilisent d'autres sources de financement? C'est ça la question? Genre, j'ai en tête un groupe, par exemple, qui organise un concert sur un toit comme moyen de financer son album. Donc, la plateforme devient une des manières, mais aussi d'autres façons, d'autres formes de financement participatif. Il y a ça, c'est aussi ce que disait Vincent, où les individus sont vraiment des porteurs de projets et qui jouent avec la plateforme, mais qui vont aller chercher aussi d'autres moyens de se financer et d'ailleurs qui vont mettre en avant l'idée que je viens chercher le financement participatif là, mais aussi j'ai réussi à choper l'appui de telle société ou l'appui de tel groupe et qui vient en complément. Tout à l'heure, j'ai pris un exemple d'une société de jeux vidéo. Ils avaient annoncé qu'ils avaient fait une demande pour 75 000 $ pour lancer leur jeu vidéo. Ils ont réussi à réunir 116 000 $ pour lancer le jeu vidéo. Mais ils se sont rendus compte qu'une fois qu'ils avaient payé Kickstarter, une fois qu'ils avaient payé Amazon, une fois qu'ils avaient payé des taxes, une fois qu'ils devaient fournir les récompenses, il restait plus grand chose. Et là, il y a Sony qui est arrivé qui leur a permis de finaliser le projet. Donc là, la plateforme est venue comme un outil de promotion, est venue à démarrer le projet, mais la concrétisation du projet s'est fait avec l'appui de grand. Et c'est ça aussi qu'on trouve, c'est que, si on parlait tout à l'heure, les projets qui ont le plus de chances de financer, c'est les projets qui paraissent le plus sérieux parce qu'on représente déjà le prototype et parce que aussi, on va dire, je peux appuyer là-dessus, j'ai tel groupe qui va me distribuer, ainsi de suite. Donc c'est un maillon dans la chaîne complexe de comment j'arrive à financer un projet. On parle de projet aussi, très souvent, et c'est lié au montant. On l'a vu tout à l'heure, si on demande un gros montant, on a moins de chances que si on demande des petites sommes. Et du coup, très souvent, c'est qu'une partie du projet qu'on demande à financer. C'est pas, quand on parle de projet, c'est pas, on ne demande pas juste, par exemple, le mixage d'un album, ou alors juste parce qu'on a besoin de. C'est une petite partie, et ce qui apparaissait dans les entretiens qu'on a menés, c'est justement cette liberté qu'ont les acteurs de garder la main sur leur projet. En tout cas, ils ont l'impression de garder la main complète, qu'ils ont envie de faire. Donc le rapport à la communauté se joue là-dessus aussi. C'est-à-dire que l'intermédiaire, finalement, a tendance à disparaître. On oublie un peu la plateforme, puisqu'on est en lien direct avec sa communauté, et on oublie qu'on va faire du sang dans l'opération, on oublie, mais ça dans les FAQ, le rappelle très souvent aussi, de ne pas oublier le temps que ça va vous prendre d'envoyer les contreparties, etc. Mais il y a d'autres modèles, puisque si on part sur du solidaire, etc., on est là tout simplement dans du don, dans la philanthropie. Là, cette étape-là disparaît. Mais effectivement, pour avoir participé à une espèce de workshop en Europe, parce que en Europe, ils essayent de développer aussi ce type de plateforme. Ça s'est développé en France, mais ça allait beaucoup moins. Enfin, ça allait en Grande-Bretagne, en Allemagne, mais beaucoup moins dans d'autres pays. Donc il y a une espèce de volonté, là, il y a un projet de recherche mi-privé, mi-public qui travaillait à ça. Et j'ai complètement oublié le nom, mais ça a un nom, cette espèce de partenariat, en tout cas, c'est une discussion entre des institutions publiques et des plateformes privées, où l'institution publique délèguerait une partie du budget, et
donnerait à la plateforme et le reste serait comblé par la communauté. Donc, notamment en Hollande, il y a des questionnements là-dessus. Alors, je ne me rappelle plus comment ils appellent ça. Crowd, quelque chose, mixed crowd. Moi, j'ai un énorme idée. Je vais vous poser une question, c'est juste pour faire un petit raccord. Est-ce que, puisque M. Rocha, peut-être vous avez dit ça, est-ce que quand il y a un appel à l'aide, c'est-à-dire que c'est l'idée, je suis rendu à telle étape de mon projet, je n'ai plus d'argent, je ne pourrais pas réaliser. Donc, c'est un peu une urgence, un appel à l'aide, j'ai besoin de seulement 5 000 $. Sinon, le projet ne se fait pas, les gens ont debout l'ambition que le projet se réalise. Si vous avez remarqué ça, et ça fait en sorte que les montants sont peut-être pas justement astronomiques parce qu'on ne peut pas financer la totalité et venir combler un manque déficit dans l'opération. Effectivement, c'est ça que j'ai remarqué aussi dans mes entrevues. Souvent, les projets qui vont sur cette Kickstarter qui ont réussi sont eux qui voulaient passer à la prochaine étape. Ils ont déjà démarré le début. On fait dans le monde startup ce qu'on appelle le bootstrapping. Ils ont juste pris leurs économies, pris l'argent de la famille, des amis et commencé le projet eux-mêmes. Et maintenant, ils ont besoin d'agrandir, de créer un prototype réel ou dans le cas d'un jeu vidéo qui s'appelle We Happy Few, quelque chose comme ça, un jeu vidéo fait ici à Montréal. Oui, ils avaient déjà un prototype qui a été financé avec l'argent de leur ancien jeu vidéo. Et ils ont arrivé à une étape qui ont dit, OK, on va tester l'intérêt de cette nouvelle idée sur Kickstarter. Et s'il y a un intérêt énorme, on va vraiment élargir notre vision pour ce jeu, faire un jeu vraiment plus intense, plus incroyable, plus long. S'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, donc ça dit que le marché n'est pas très grand pour ça, on va réduire nos ambitions. Et ça, c'était vraiment intéressant, cet aspect-là, d'utiliser Kickstarter comme vraiment un market research. Mais la question de la crédibilité aussi, des aides, en fait, de ceux qui demandent les gens qui investissent eux-mêmes une partie de leur propre finance, qui ont réussi à impliquer les gens autour d'eux, ça montre une certaine crédibilité ou légitimité à demander d'autres fonds. Oui, ça montre. Oui, j'ai vu ça aussi. Ça montre qu'on est sérieux. Oui, qu'on a vraiment une idée, qu'on est vraiment engagé là-bas. C'est juste que, j'ai une idée, c'est un peu flou, je vais demander les autres personnes d'investir sur moi. Ça ne marche pas souvent, non. C'est aussi pour votre recherche, je vais commencer par faire une toute petite parenthèse, j'espère. Il y a plusieurs membres de l'équipe en fait, de la série du Business sur la question de l'éducation des médias et de la culture qui travaillent sur l'avenir du service public à l'autre mécanique. Je pense qu'en effet, moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais découvert votre travail sur le web. Et je pense que voilà, je crois que c'est l'un des éléments qu'un service public médiatique comme CBC Radio Canada, je pense que c'est un des éléments qui apporte le plus par rapport à ce que les médias privés font. Donc je finis ma parenthèse, j'allais dire en tant que membre de l'association des amis de la radiodiffusion au Canada. Bon, cela étant dit, j'en viens à la question. Vous avez présenté que parmi les différences de dynamisme dans le sociofinancement entre les États-Unis et le Canada, il y a la question de la réglementation. Vous avez présenté que dans le cas du Canada, si je me souviens bien, dans le cas des deux premiers modèles, il n'y a rien de prévu du tout. Et dans le cas des deux modèles, modèle 3 et 4, finalement, la réglementation s'effectue province par province, donc ça empêche par exemple un financement qui serait en canadien. Mais alors, est-ce que vous connaissez la réglementation? Je n'ai pas suivi. Est-ce que vous la connaissez dans le cas des États-Unis justement, qui ferait que cette réglementation serait plus incitatrice en fait au sous-financement aux États-Unis et au Canada? Non, j'ai aucune idée. Je n'ai pas fait les recherches à cette profondeur-là de niveau de règlement. Désolé. Ah, ouais.
Aux États-Unis, en 2012, le gouvernement d'Obama a adopté ce qu'on appelle le Jobs Act. C'est une loi qui, notamment, réglait les activités liées au crowdfunding, et ce type d'activités pour les moyennes et petites entreprises. Oui, c'est 2012 Jobs Act, je connais pas en détail. D'autres petites questions? Oui. C'est une question un peu large, je ne me permettrai pas de parler au nom de la société. Parce qu'il n'y a pas juste l'exemple du crowdfunding, parce que le crowdsourcing aussi c'est quelque chose. Et il y a plein de choses qui se développent comme ça entre vraiment communauté. Est-ce que. En termes d'engagement social, des personnes, etc., donc de responsabilisation par rapport à. Qu'est-ce qui peut se développer sur le. Exactement. Est-ce qu'il y a une idée de responsabilisation derrière ou pas? C'est une question assez énorme pour les entretiens. Alors, je ne sais pas les autres membres de l'équipe, pour les entretiens qu'on a fait, c'est parce qu'on a un projet, on a quelque chose. Je pense pas qu'on puisse nécessairement attribuer l'existence de ce type de plateforme à des nouveaux comportements, à de nouvelles choses. Je pense que c'est quelque chose de plus large et, comme je le disais tout à l'heure, qui a lieu et qui est en lien directement avec la communauté où les gens, on se sent impliqué parce qu'on connaît, on a une proximité avec ces gens, on a des proximités avec ce projet. Je ne sais pas si on peut aller bien au-delà de ça et du simple cadre du projet. On peut quand même généraliser sur les intentions. Il me semble en tout cas qu'il y a une transformation importante. Parmi les transformations importantes, il y a la transformation du rôle de l'État. Parce que l'État, de ce point de vue-là, se voit complètement modifié, même j'allais dire sa légitimation. Parce que dans le cadre traditionnel du financement de la culture, il y a un certain nombre d'instances étatiques, Téléfilm Canada par exemple, à l'échelle canadienne, la SODEC à l'échelle québécoise, et on peut retrouver ce genre d'organisme également dans d'autres pays comme la France, où en fait la légitimité des projets qui sont financés est liée justement au rôle central d'institutions étatiques et para-étatiques. Là, il me semble que dans une certaine mesure, il y a une espèce de renoncement en fait, du rôle de l'État qui n'est plus vu comme le garant en fait, d'un certain nombre d'éléments que la société, en tant que l'ensemble des citoyens et des citoyennes, délègue envers l'État, que la société civile délègue traditionnellement envers l'État, alors qu'aujourd'hui, finalement, on renvoie à un vocable qui est un peu, on va employer le terme de fou, en effet, du public, éventuellement également, la responsabilité de juger de quelle œuvre va être en fait financée ou pas. Il me semble que là, il y a une espèce de voir le rapport entre collectif, individu et collectif, société civile, entre guillemets, et l'État, il y a des changements qui s'opèrent, en tout cas, en partie. Oui, oui. Okay. Ensuite, j'ai une question pas rentrer dans un débat là-dessus, mais je pense que pour moi, ce ne serait pas tant un renoncement qu'une attaque supplémentaire pour l'État. Et que pour moi, dans ce qui se joue dans le crowdfunding sur ce point-là, c'est un des versants, un des aspects de la remise en cause du rôle de l'État. De la même façon, et tu disais bien tout à l'heure avec le service public médiatique, qu'il y a de plus en plus de voix qui contestent la légitimité de l'État ou d'appareil étatique à produire une entreprise médiatique qui va sélectionner des contenus, qui va avoir un rôle qui va être un petit peu distinct du marché, et qui va essayer de sortir un peu dans le mécanisme de financement, de se distinguer, d'avoir des formes de protection. Et les mêmes voix qui vont critiquer Radio-Canada peuvent critiquer,
forcément les mêmes personnes, mais dans les mêmes logiques, dans les mêmes argumentaires, pour retrouver les mêmes logiques pour critiquer le rôle de Téléfilm, de l'État, du fond des médias, en disant qu'il n'y a pas d'instance étatique ou para-étatique qui devrait juger ce que les Canadiens doivent regarder à la télévision, pas plus que les films ou les séries télé ou les œuvres artistiques qui devraient être mises en avant dans la société. Et je pense que c'est là où c'est pas juste un renoncement par exemple de l'État, c'est aussi une composante d'une remise en cause qui est externe, qu'on trouve beaucoup dans le discours, qui rejoignent des logiques qualifiées simplement de néolibérales parfois. Mais je pense que ça participe de ce mouvement, cette même dynamique. Ma question va peut-être sortir un peu du sociofinancement culturel. Est-ce qu'il s'est développé un écosystème de consultants autour de tout ça? Autrement dit, quelqu'un veut se faire socio-financer, il va passer par un consultant qui, lui, connaît toutes les Kickstarter, whatever, pour l'aider. Donc, ensuite, au niveau de... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a de l'argent, il y a quelqu'un qui veut essayer d'en profiter. Là. Je connais un organisme qui s'appelle Hivewire au Canada, ils font des services de consultation sur Kickstarter. Comment faire une bonne campagne de sociofinancement, comment communiquer avec les donateurs régulièrement pour vraiment agrandir les chances de réussite. En fait, des données que j'ai utilisées sont venues d'eux autres aussi. Ils t'aident à rémunérer. Est-ce qu'ils sont rémunérés pour cette opération-là par les gens, par exemple? Oui, c'est un service qu'ils offrent. Oui. Ils offrent, mais moi, je veux déposer un projet, je fais appel à eux, je dois donner un texte chiffrant. Oui, c'est ça, c'est toujours comme service. Vous avez une question, vous allez compléter votre question. Moi, c'est juste pour comprendre, et aussi, disons, il aide à prendre compte, il peut t'aider à évaluer ton projet, pour savoir vers quelle source de sociofinancement aller, ou aussi comment présenter ton projet. Ça, je sais pas, je pense qu'ils sont plus, vraiment plus visés, c'est plus les modèles de dons et de récompenses, mais je pense que l'Association nationale de sociofinancement, NCFA, et je pense qu'ils font ça. Ils disent, OK, avec votre projet, c'est probablement mieux d'aller dans le modèle investisseur. Merci. Madame. Oui, vous avez souligné tout à l'heure que les plateformes avaient une logique éditoriale. Est-ce qu'elles mettent de l'avant les critères sur lesquels elles vont sélectionner, retenir certains projets plus que d'autres? Est-ce que ça, c'est... Ça reste assez flou. Les arguments qui sont donnés quand c'est pas accepté, c'est très souvent que le projet n'est pas viable ou que la communauté n'est pas assez importante. Ce type de choses, donc ils invitent à revenir, de continuer à travailler et d'en revenir dans 6 mois, dans un an. Mais elles ne sont pas clairement stipulées. Donc il y avait ça et les intermédiaires. Ah oui, c'était sur effectivement, oui, non, alors moi je sais pas des noms, il y a des personnes qui travaillent dans les boîtes de com maintenant, dont la spécialité est d'encadrer les projets et de monter le projet de A à Z. Et donc de faire tout le travail du porteur de projet, c'est-à-dire le connecter à sa communauté, envoyer des messages quotidiens régulièrement, etc. Et donc il y a des entreprises, parce qu'on avait reçu une personne, j'ai oublié le là où elle travaillait, qui avait, dont le boulot était de faire ça. Donc après, d'orienter aussi en fonction du projet, est-ce que je vais le mettre sur Kickstarter, sur même sur Ulule, est-ce que c'est un projet littéraire, musical, etc. Et donc il y avait une orientation comme ça aussi pour optimiser les chances. Ça devient un véritable service. Ingénierie, projet, c'est ça. Adapté au socio-financement. Oui, question. Oui, pour rejoindre ce que vient de dire Vincent et par rapport à votre question, en fait, il y a certaines plateformes qui proposent elles-mêmes ces services et qui permettent de dégager du coup des revenus supplémentaires ou alors qui font partie des prestations de services qui sont compris dans la formation, dans la commission qui est prise
j'en présenterai deux demain. Il y a par exemple ProArty en France, qui a une ProArty School, qui apprend aux porteurs de projets à faire des bons et bonnes campagnes. Et un autre exemple d'une plateforme patrimoniale en France qui s'appelle D'Artagnan, et en fait qui a une double casquette, qui est à la fois une plateforme et qui est aussi une agence de communication. Ce qui permet de... Peut-être une dernière question, parce que le temps file, je vous dis l'heure, il est 12h17, donc on sera légèrement en retard sur l'heure du dîner, mais c'est tout bon. Jacob, peut-être une dernière question. C'est pas une question, je voulais aussi un commentaire aussi. La question précédente, sur deux points, c'est que d'une part il y a ces acteurs-là dont on a parlé, mais il y a aussi le développement, bien sûr, de ce dont Vincent a parlé tout à l'heure, à savoir la publication d'un certain nombre d'ouvrages, guides, donc là des entrepreneurs qui sortent de filons finalement, et quelque part, bon, si on prend par exemple le bouquin de Ricordo, il y a à la fois, disons, un certain nombre de conseils pratiques dedans pour réaliser une campagne, puis par ailleurs, ce dont je parlerai un petit peu cet après-midi, une production idéologique, une production là, et ça rejoint tout à fait la discussion que vous aviez là, Arnaud et Eric, par rapport à votre question, à savoir, dans ce bouquin-là, il est très explicitement question de l'État comme un guichet partial, une bureaucratie lourde, et donc le crowdfunding comme une solution pour effectivement dépasser supposément ces anciens intermédiaires que serait entre autres l'État. Donc il y a tout un discours de la désintermédiation qui est développé. Et en même temps, je dirais, ce qu'on a vu là, aussi, c'est effectivement une responsabilisation des artistes qui, à mon sens, effectivement, participent de cette transition sociale plus large. Savoir des artistes qui, dans les entretiens qu'on a fait avec eux, créateurs travailleurs culturels largement, sont très conscients du fait que s'il y a échec, c'est de leur faute. C'est ça repose sur eux de ne pas avoir réussi leur stratégie de marketing, de ne pas être de bons communicants. Donc il y a une sorte de flagellation qui se fait à ce niveau-là. C'est pas chaque entretien, mais ça revient suffisamment souvent. Mais je vous ai tenu un mot, c'est l'artiste ou le créateur, entrepreneur. Mais de toute manière, ces termes-là reviennent énormément aussi dans le financement public, où effectivement les artistes à qui on n'attribue pas d'emblée une grande fibre de gestionnaire, de crédibilité de ce point de vue-là, ils sont obligés vraiment de faire acte, d'avoir cette crédibilité. Et d'autre part, c'est que de toute manière, justement, j'en parlerai demain, c'est la question aussi que qui veut demander? Est-ce que c'est les individus? Est-ce que les individus, c'est des collectifs, des organismes patentés? Ce sont les entreprises? On voit bien que quiconque demande ne sont pas tous égaux devant les différents modes de financement, y compris aussi le financement participatif. Et là, peut-être, y a-t-il une pensée magique ou une vue de l'esprit à savoir que ce serait plus facile de demander de l'argent là qu'ailleurs. Et je terminerai en disant que peut-être si on laisse au public, aux différents publics, aux différentes communautés, le loisir de, en dehors de toute décision prise en termes de financement public, certains secteurs ne seraient peut-être pas financés. Hein? Qui financerait des compagnies de danse, le théâtre, etc., etc. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a des secteurs disciplinaires qu'on irait probablement avec du connu, avec la subjectivité entre moi j'aime, moi j'aime pas. Et ça, ce serait relativement dangereux pour une question de préservation d'un patrimoine culturel. Et quand on regarde, par exemple, juste pour terminer, le nombre de projets que le Conseil des arts et des lettres du Québec a financé pendant la dernière année, ça dépasse considérablement tous les projets et financés par
financement socio-participatif, et surtout, j'en ai fait un peu l'inventaire des différents domaines disciplinaires. C'est vraiment nébuleuse de la culture et des médias, contrairement à ce que Rocher a présenté, où finalement il y avait une certaine concentration, une certaine subjectivité très très forte dans la communauté pour choisir tel ou tel projet, tel ou tel secteur disciplinaire. Donc j'arrêterai là-dessus, ça nous donne un petit point de conclusion, et je vous invite à vous retrouver. Voilà, c'était à 13h15. Voilà. Une petite heure pour manger, on fait assez régulièrement. On essaie d'être dans les temps.